Faisons un point sur notre étude de cas sur la gestion de l'eau au Moyen-Orient. Nous avons vu qu'au Moyen-Orient, la ressource en eau est peu abondante. C'est une région qui est majoritairement aride, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'eau permanent. Les précipitations sont très faibles, moins de 300 mm de précipitations par an dans la majorité des territoires du Moyen-Orient. Il y a cependant quelques ressources en eau. Il y a les grands fleuves que vous connaissez bien, le Tigre, l'Euphrate, le Nil. Bah oui, parce qu'en fait le Moyen-Orient correspond en partie au croissant fertile que vous avez étudié l'année dernière en sixième. Mais ce n'est pas que le croissant fertile, forcément. La Turquie et l'Irak, là où on va retrouver le Tigre et l'Euphrate, où ils prennent leurs sources et là où ils s'écoulent, sont donc les pays avec le plus de ressources en eau douce. Il y a aussi des nappes fossiles. Problème, ces nappes fossiles sont souterraines et l'eau ne se renouvelle pas. Donc quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Donc non seulement les ressources en eau sont peu abondantes, mais aussi problème, la consommation d'eau douce, elle, par contre, est en très forte augmentation. D'abord, et on l'a vu et on l'a redit, la population augmente et elle augmente aussi au Moyen-Orient. Il faut donc satisfaire les besoins de cette population pour la consommation courante, bien évidemment, pour boire, pour manger, pour se laver. Mais l'utilisation domestique n'est qu'un faible pourcentage de l'utilisation de l'eau. C'est l'agriculture et surtout l'agriculture irriguée, quand on apporte de l'eau directement aux cultures pour pallier au manque de précipitation, qui est la plus grande consommatrice d'eau. En effet, il va falloir aller puiser beaucoup d'eau dans les fleuves, dans les nappes souterraines, pour pouvoir amener cette eau au champ. Donc contrairement aux idées reçues, c'est pas quand on fait sa lessive, c'est pas quand on se douche qu'on consomme beaucoup d'eau, pas du tout. L'urbanisation entraîne aussi une augmentation de la consommation en eau. Elle modifie le mode de consommation, la concentration de la population est plus importante, elle demande plus d'eau dans un même lieu, donc il faut acheminer l'eau. Et dans les villes, il y a aussi des usines qui consomment aussi beaucoup d'eau. Les usines, c'est à peu près 20% de la consommation mondiale. On a donc une ressource peu abondante et une consommation en très forte augmentation. Mais la quantité d'eau disponible, c'est-à-dire la ressource dans un pays, ne fait pas tout. On peut avoir deux pays qui ont les mêmes ressources en eau, mais qui n'ont pas le même accès, dont la population n'a pas le même accès. Regardez au Yémen et en Arabie Saoudite. Les ressources en eau sont les mêmes, et pourtant au Yémen, la population n'a pas accès à l'eau douce, à l'eau potable pour boire, les logements ne sont pas équipés, la consommation d'eau est très réduite par personne. Par contre, chez leurs voisins, au contraire, on joue au golf. On peut se permettre de gaspiller l'eau pour arroser le désert et faire pousser de la pelouse pour jouer au golf. Et pour faire venir les touristes, bien évidemment. Vous l'avez donc compris, l'accès à l'eau douce, l'accès à l'eau potable ne dépend malheureusement pas que de la ressource disponible, mais elle dépend aussi du niveau de développement du pays. Pour s'approvisionner en eau, pour faire des captations pour l'agriculture, il faut faire des stocks d'eau, des réserves. Pour cela, de très nombreux aménagements sont réalisés. On remarque tout d'abord la construction de nombreux barrages. Ils permettent de créer des lacs artificiels où l'on va capter l'eau. On retrouve ces barrages sur tous les grands fleuves, le Tigre, l'Euphrate et bien sûr le Nil. Problème, ces barrages vont modifier totalement le débit des fleuves, ce qui veut dire qu'en aval des barrages, après le barrage, le débit est moins important. Donc, quand un État va créer des barrages sur un fleuve, il retient l'eau et du coup, il réduit le débit du fleuve. Les États qui sont plus loin, qui sont en aval du fleuve, reçoivent moins d'eau. Donc, plus il y a de barrages sur un fleuve, plus cela crée des tensions entre les États. On peut le voir sur la carte où les tensions sont nombreuses entre la Turquie, l'Irak et la Syrie concernant les eaux du Tigre et de l'Euphrate. Mais aussi, on n'oublie pas les tensions entre l'Égypte et le Soudan à propos des eaux du Nil. Première solution trouvée, les usines de dessalement. Elles se multiplient au Moyen-Orient, elles permettent d'approvisionner en eau des grandes villes comme Riyad. Mais problème, seuls les pays riches peuvent se payer ce type d'aménagement. Le Yémen n'a qu'une seule usine de dessalement alors qu'il aurait besoin de bien plus. Autre souci, on puise de l'eau de mer, on retire le sel, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait du sel? Eh bien, il est rejeté dans l'eau de mer, il est rejeté dans la mer et malheureusement, on ne sait pas encore quelles sont les conséquences écologiques de ce rejet de sel dans la mer. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les usines de dessalement, c'est bien quelque chose de durable? Face à cette situation, il est donc nécessaire maintenant de faire des économies d'eau, de lutter contre le gaspillage.
L'irrigation, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est peu efficace. Elle entraîne énormément de pertes d'eau. Il faut maintenant développer les systèmes de goutte à goutte qui permettent de limiter ces pertes. De même, toutes les canalisations qui perdent de l'eau devraient être changées. Pour conclure, on peut donc dire que la ressource en eau au Moyen-Orient est insuffisante. C'est un endroit aride. Les besoins en eau augmentent par contre, mais l'accès en eau, lui, dépend surtout du niveau de richesse. L'argent permet de réaliser des aménagements qui permettent de puiser de l'eau dans les nappes souterraines ou dans la mer. Mais ces solutions ne sont pas durables. Il faut donc développer les nouvelles techniques d'irrigation et limiter le gaspillage si on veut pouvoir satisfaire les besoins de tous les hommes du Moyen-Orient pour les années à venir.